Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. 72 heures après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a procédé ce jeudi à la remise et reprise avec Jean-Claude Chilumbay, premier vice-président de la Chambre basse. Les détails, c'est dans ce journal. Trois valeurs que devrait incarner tout homme en uniforme. C'est le message délivré par le commissaire divisionnaire du Haut-Katanga aux policiers et militaires à l'occasion d'une parade mixte ce jeudi à Lubumbashi. Et à l'international, le secteur agricole au Bénin contribue à hauteur de 24% au PIB. En emploi, environ 28% de la population active. Le renforcement de la résilience aux aléas climatiques constitue un défi dans le secteur. Tous les détails, vous les aurez dans ce journal. Je l'ai dit tantôt, 72 heures après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a procédé ce jeudi à la remise et reprise avec Jean-Claude Chilumbay, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe, membre de l'Union sacrée de la nation, a dû jeter l'éponge après avoir été visé par une pétition initiée par un groupe des députés nationaux revendiquant avoir récolté plus de 262 signatures. José Junior Owawa pour le commentaire. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, désormais le président honoraire de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie de remise et reprise avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbay ce jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Jean-Claude Chilumbay en attendant l'élection de nouveaux présidents par la plénière. Dans son mot de circonstance, Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Chilumbay appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et encourager son successeur à défendre avec fermeté le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui ont consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration dont vous m'avez témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. Je vous remercie, je reste à votre disposition. S'il y a un élément à clarifier, on directeur des cabinets est à votre disposition et Maroc, je peux toujours vous rencontrer pour apporter l'éclairage nécessaire. De son côté, Discipline, loyauté et patriotisme, c'est les triptyques autour duquel le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a recentré l'action de ses troupes ce 24 septembre à Lubumbashi lors d'une parade mixte. Objectif, rappeler aux policiers leur rôle fondamental dans la protection de la population en toute intégrité et dans le respect absolu de l'autorité du chef de l'État. Patience Le Kéké nous en dit plus.
À Lubumbashi, la discipline, la loyauté et le patriotisme étaient au cœur du message du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga. Blaise Kilimbalimba a présidé une parade mixte ce 24 septembre, marquant ses 3 premiers mois à la tête de la province. Dans son discours, le commissaire a fermement rappelé aux éléments de l'ordre leur devoir, loyauté envers le président de la République Félix Tshisekedi, discipline dans l'exécution de leur mission et patriotisme dans la lutte pour la paix et la sécurité de tous. Nous avons eu à évaluer, à rappeler la discipline des troupes. Nous avons rappelé la fidélité au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons rappelé aussi le patriotisme. Le commissaire divisionnaire a aussi mis en garde contre le faux bureau qui sévissent dans la ville, appelant la population à collaborer activement avec la police et à dénoncer tout comportement suspect. Policiers et militaires et tous les services se sont donnés corps et âme pour réduire la criminalité dans le Haut-Katanga. Nous sommes déjà à un niveau. La parade d'aujourd'hui, c'est pour que partir de là où nous sommes déjà, pour ne pas descendre, mais aller encore plus haut, pour réduire encore davantage jusqu'à rester peut-être à 15% ou 10%. La cérémonie s'est clôturée par un défilé en présence de tous les membres du Conseil provincial de sécurité, notamment le commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapend. Restant dans le Haut-Katanga, le chef de la milice Bakata Katanga, Gédéon Kyungumu Tanga Wabafunkwa Kanonga, n'est pas dans le territoire de Mitwaba, contrairement à ce qui est répandu depuis quelque temps. C'est la mise au point de l'administrateur de territoire assistant en charge de l'économie et finances, Anselme Kabey Moukaz, qui fustige la mauvaise campagne menée contre cette entité de la province du Haut-Katanga. Il est joint par Géopolis Télévision. En soi, il n'y a pas confirmé, au contraire, il y a infirmé. Vous savez, M. Gédéon Kyungu n'est pas à Mitwaba, et il n'a même pas apparu à Mitwaba. Au contraire, qu'il était apparu dans le territoire de Malembankulu. Malembankulu, c'est juste à la frontière entre Mitwaba et le territoire de Malemba. C'est là qu'il était apparu il y a 4 semaines. On avait aussi appris cela. On a été surpris d'apprendre qu'il est réapparu à Mitwaba alors que c'était une fausse information. Mitwaba, jadis, l'un des territoires qui constituait un triangle de la mort, est devenu une oasis de paix. Et ce sont les gens qui sont animés d'une mauvaise volonté, qui cherchent à ternir l'image de notre territoire, qui sont en train de publier des faussetés, des mensonges sur les réseaux sociaux. Et nous mettons en garde quiconque a cette habitude-là de chercher à salir notre territoire qui est en train de promouvoir le développement afin d'appuyer la mission du chef de l'État. Et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réuni mercredi 24 septembre à Kinshasa la PNC et l'armée afin de lancer une série de mesures d'urgence dans le déploiement d'unités mixtes PCR-FRDC dès lundi. Objectif, désengorger la capitale et restaurer l'ordre sur les routes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des instructions du président de la République issues de la 58e réunion du Conseil des ministres relative à la problématique des embouteillages dans la capitale. Patience Lokeke. C'est dans les soucis de désengorger la ville-province de Kinshasa que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réuni ce mercredi le responsable de la police nationale congolaise, notamment la police de la circulation routière et l'inspection générale. Objectif, la mise en œuvre de décisions prises par les présidents de la République lors de la 58e réunion du Conseil des ministres relative à la problématique des embouteillages dans la capitale. Et nous venons de voir les instructions fermes de sa part pour que nous puissions mettre en pratique et que nous puissions juguler, si pas à 100%, mais des pourcentages considérables des embouteillages de la ville de Kinshasa. Il y a eu des instructions, pas des conclusions, que nous allons mettre en application dès ce lundi par les effectifs de la police de sécurité routière, appuyés par les éléments des 14 militaires du bataillon PEM pour nous accompagner à cette tâche-là. Par rapport aux instructions récées, ce qui fait une particularité qui
donne l'espoir qu'il y aurait changement. Parmi les mesures phares, les déploiements de lundi d'unités mixtes PCR et FARDC aux heures de pointe. La 14e région militaire viendra en appui pour renforcer la régulation du trafic dans le point névralgique. En outre, il a appelé les agents de l'inspection générale de la police à lutter contre les abus et comportements inciviques souvent dénoncés par les usagers. Il a annoncé par ailleurs une dotation en matériel moderne, notamment pour permettre des interventions nocturnes plus efficaces. Un signal clair que désengorger Kinshasa devient une urgence nationale. Dans un autre registre, la lutte contre les embouteillages continue à Kinshasa. Le gouvernement, sous la conduite de la première ministre Judith Suminwa, met en œuvre une série de mesures concrètes pour fluidifier la circulation. Mais à l'approche de la saison des pluies, certaines routes sont toujours inachevées. Dans Momat pour les détails. Kinshasa, mégapole en constante effervescence, mais aussi capitale des embouteillages. Chaque jour, des milliers d'automobilistes y perdent des heures entières. Pour inverser la tendance, le gouvernement souminois passe à l'action. Plus de 50 carrefours sont désormais surveillés et régulés avec l'appui de la police et des nouveaux feux intelligents équipés de plots rétractables pour renforcer la discipline routière. En parallèle, plusieurs chantiers ont été lancés ou relancés sur des axes secondaires. Le béton remplace progressivement l'asphalte, comme ici à Ngaliema ou à Kitambo, pour des routes plus durables. Sous l'impulsion de la première ministre, une task force interministérielle assure le suivi des travaux. Objectif, livrer vite, mais surtout bien avant l'arrivée des grandes pluies. Pourtant, sur plusieurs sites, les délais ont glissé. À Kabambare, par exemple, le travaux piétine depuis 2 mois. Et avec la pluie qui menace, les risques sont clairs. Retard supplémentaire, route fragilisée, voire à recommencer. Une course contre la montre est engagée, car si les chantiers ne sont pas bouclés à temps, les efforts actuels pourraient fondre comme les bitumes sous la pluie. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo sera au centre d'une conférence internationale humanitaire prévue en octobre prochain à Paris, France. L'annonce a été faite ce mercredi 24 septembre au siège des Nations Unies à New York par le président français Emmanuel Macron lors d'une rencontre en tête-à-tête avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Blaise Kouzola. En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi, au siège de l'ONU à New York. Pendant près d'1 heure, les deux chefs d'État ont discuté en privé des questions bilatérales, en particulier de la situation sécuritaire dans la région est de la RDC. À cette occasion, le président français a partagé avec son homologue congolais son initiative d'organiser à Paris, au mois d'octobre prochain, une grande conférence internationale dédiée à la situation humanitaire dans la région du Grand Lac. Pour sa part, le président Tshisekedi a salué cette initiative et a exprimé sa gratitude au président Macron pour son plaidoyer prononcé devant l'Assemblée générale des Nations Unies en faveur du respect de la souveraineté de la RDC. En outre, les deux chefs d'État ont fait le point sur le processus de paix en cours et ont félicité les avancées déjà réalisées dans la recherche d'une paix durable dans la région. Autre chose, lors d'une rencontre avec une délégation du syndicat du ministère du Budget, le vice-premier ministre du Budget, Adolphe Muzito, a insisté sur la nécessité de renforcer les services publics. Placés sous la coordination de la première ministre, cette initiative vise à répondre aux préoccupations des agents de l'État et à proposer des solutions concrètes à leurs désirs. Suivez. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a reçu ce jeudi une délégation de l'intersyndicale du ministère du Budget. Accompagné du vice-ministre Élisée Bokoumwana, le VPM a écouté les doléances des agents publics venus plaider pour la prise en compte effective de leur cahier des charges déposé depuis le 30 mai dernier. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 6e pilier de l'action présidentielle, renforcer l'efficacité des services publics. Le tout sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa. L'intersyndicale national du ministère du Budget avait introduit le cahier des charges le 30 mai 2025 et nous avons sollicité l'audience pour discuter avec le ministère sortant
ils nous avaient orientés auprès du vice-ministre. Ils ont consulté des thématiques et des services qui devaient apprêter des réponses à donner. Il y a un atelier résidentiel qui était prévu à Bibois pour qu'on puisse aller discuter de tous ces problèmes pour sortir des résolutions en vue de faire marcher correctement le ministère du Budget. Un atelier est prévu à Bibois pour approfondir la réflexion sur les défis quotidiens rencontrés par les agents du budget et envisager des solutions durables. Adolphe Muzito insiste sur une approche de proximité en phase avec la vision du président Félix Tshisekedi pour une administration publique performante et à l'écoute. La volonté politique semble donc clairement affichée, répondre aux préoccupations des agents pour une administration plus efficace au service des citoyens. Par l'enseignement à présent, la ministre de l'Éducation, Raissa Malou, a lancé officiellement l'enregistrement des diplômes d'État sur la plateforme numérique diplôme.cd. Cette initiative vise à renforcer l'authenticité et la sécurité des diplômes, une avancée saluée par plusieurs acteurs du secteur éducatif qui y voient un pas vers la modernisation et la lutte contre la falsification. Suivez cet élément de Myriam Likio. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, sous la houlette de la ministre Raissa Malou, a franchi une nouvelle étape dans la modernisation du secteur éducatif. Désormais, le diplôme d'État sera consultable en ligne grâce à la plateforme diplôme.cd lancée officiellement à Kinshasa. C'est une avancée qui protège les efforts des élèves et renforce la transparence dans les secteurs, affirme Kachmbi Kakatende, promoteur de l'école Kenda Boulabula. La numérisation, nous sommes dans les systèmes électroniques, dans les systèmes informatiques. Et informatiser à ces niveaux-là, les diplômes des études secondaires. Et vous savez qu'il y a des amis qui ont terminé les études il y a 2, 3, 4 ans. Ils n'ont toujours pas reçu leur diplôme. Donc avec cette histoire-là, on peut télécharger. Le ministre et Madame la ministre a trouvé un créneau extraordinaire. Mais moi, j'aimerais conseiller qu'on ne s'arrête pas seulement là-bas. Si M. Katende Kachimbika doit avoir son diplôme en 2025, c'est qu'il y a 18 ans ou il y a 20 ans, je suis entré dans les systèmes de l'école. Alors j'aimerais que Madame aille plus loin. Numériser chaque élève, chaque écolier, lui donner un numéro, à ce moment-là, on va mettre fin à toutes les tricheries de n'importe quelle manière. Donc, non seulement ça donne de la valeur extérieure à notre diplôme des études secondaires, mais j'aimerais que Madame puisse aller plus loin pour donner de la valeur intérieure, en sachant que Katende, je cite mon nom pour ne pas faire la publicité des nôtres, que Katende a commencé les études il y a 18 ans, il a eu son diplôme, il est passé par toutes les épreuves, etc. Donc, nous confirmons que c'est le lauréat ou le diplômé actuel avec 50%, mais avec 52%, avec 62%. Le gouvernement atteste que tel est diplômé sur base de toute l'historique numérique. Avec cette réforme, le gouvernement pose les bases d'un système éducatif plus sécurisé, moderne et fiable. Il reste à espérer que la mise en œuvre de cet accomplissement soit une réussite. C'est avec cet élément que je reçois Dieudonné Boanali sur ce plateau pour en discuter. Bonsoir Dieudonné Boanali. Bonsoir Gigi. Alors dites-nous, est-ce que la numérisation des diplômes est une bonne chose ? C'est une bonne chose parce que nous assistons à l'avènement de l'économie numérique en République démocratique du Congo. D'autres pays dans la région ont pris de l'avance par rapport au Grand Congo. Et je disais que c'est une bonne chose, l'avènement de l'économie numérique. C'est pas pour rien que le gouvernement de la République démocratique du Congo a créé les ministères du numérique. Celui-ci est là aussi pour aider les pans entiers de notre économie nationale à se numériser pour quitter le système de paperasse, l'administration des papiers, vers une administration
numérique. Beaucoup de ministères font des prouesses dans ces domaines. C'est le cas du ministère de l'Éducation nationale où on annonce la numérisation des diplômes d'État connus sous d'autres cieux sous le nom du baccalauréat. L'avantage est le suivant. Certains finalistes connaissaient des difficultés pour se faire inscrire dans les universités et instituts supérieurs au pays et même à l'étranger parce que après l'obtention du précieux Sésame, il fallait attendre l'impression des diplômes et les délivrer au niveau des établissements et les établissements d'enseignement. Et lorsqu'il fallait partir au niveau de votre ancienne école pour les retirer, on exigeait parfois des paiements et des sommes exorbitantes aux anciens élèves de ces alma mater. Maintenant, désormais, l'ancien élève qui a décroché son diplôme d'État pourra télécharger ces diplômes à travers un site dédié créé par les gouvernements congolais. Ces diplômes ont beaucoup d'avantages par rapport aux diplômes papier. Pourquoi? Dès par le monde, partout où vous allez vous retrouver, on peut identifier, chercher à certifier si réellement vous avez suivi un cursus normal et si vous avez obtenu ces diplômes officiellement. D'ailleurs, il y a les codes barres, il y a la photo du propriétaire du diplôme, il y a aussi un code, il y a tous les éléments de sécurité qui permet de dire à l'université qui va vous d'accueil que cet étudiant et ces nouveaux étudiants ont réellement suivi son cursus normal dans son pays d'origine. Voilà ce que je peux dire par rapport aux avantages. Autre avantage, cela va permettre aux anciens diplômés qui ont perdu leur titre scolaire de rentrer sur le site officiel du gouvernement de la République et de télécharger leur diplôme. Là, il faudra maintenant un grand travail qui doit être fait pour enregistrer même les anciens diplômés. Les gens vont dire, mais comment? Mais lorsqu'on établit les diplômes, il y a une copie qui reste au niveau de l'inspection générale de l'enseignement. Il s'agit du spécimen. Donc, vous pouvez aller télécharger votre diplôme et les récupérer et les présenter à qui des droits pour différentes raisons ou services dont vous voulez en faire. Merci beaucoup, Dieudonné Boinali, pour ces éclaircissements. Merci aussi à vous pour l'invitation. Poursuivons ce journal. Cette année, à l'occasion de la Journée mondiale des pharmaciens célébrée le 25 septembre, l'accent est mis sur les rôles indispensables de ces professionnels de la santé dans la promotion du bien-être public. Cette journée est l'occasion de reconnaître leur contribution essentielle à la santé publique et d'encourager une collaboration interprofessionnelle pour garantir des soins optimaux. Plus de détails dans cet élément. Cette journée, instaurée par la Fédération internationale pharmaceutique, vise à sensibiliser le public sur les contributions des pharmaciens à la santé des populations. En tant que professionnels de santé de proximité, les pharmaciens sont souvent le premier point de contact pour les patients, offrant des conseils précieux et un suivi personnalisé. Ils ne se contentent pas que de délivrer des médicaments, ils jouent également
un rôle actif dans la prévention des maladies et la promotion de la santé, en fournissant des informations sur les traitements, en réalisant des bilans de médication ou en proposant des vaccinations. Ils contribuent significativement à l'amélioration de la santé publique. Leur expertise leur permet également d'identifier les effets indésirables et d'assurer une meilleure observance des traitements. Cette année, la Journée mondiale des pharmaciens met l'accent sur l'importance de l'éducation et de la formation continue. Dans un monde en constante évolution où les innovations médicales et les nouvelles thérapies émergent régulièrement, les pharmaciens se tiennent à jour. Cela leur permet non seulement d'offrir des conseils éclairés aux patients, mais aussi de collaborer efficacement avec d'autres professionnels de santé. La Journée mondiale des pharmaciens est une occasion précieuse de reconnaître et de célébrer l'engagement de ces professionnels envers la santé publique. En sport, Cédric Bakambu écrit un nouveau chapitre de l'histoire du football congolais. En club UEFA, l'attaquant a désormais inscrit 22 buts, dont 1 en Ligue de Champions, 12 en Ligue Europa et 9 en Ligue Europa Conférence. Avec ce total, il devient le meilleur buteur congolais en compétition européenne devant Shabani Nanda et Dieu merci Mbokani. Blaise Kouzola. L'international congolais Cédric Bakambu a été décisif lors du match qui a opposé son équipe du Real Betis à l'équipe de Nottingham Forest sur la match soldé par 2 buts partout dans la soirée du mercredi 24 septembre 2025 à l'Estadio de la Cartuja, en match comptant pour la première journée de la Ligue Europa. Titulaire, Bakambu a ouvert le score pour le Sévillan dès la 15e minute de jeu avant qu'Igor Jesus ne signe un doublé pour Forest à la 18e et 23e minute. Grâce à cette réalisation, l'attaquant congolais de 34 ans totalise 9 buts en compétition européenne sous les couleurs du Real Betis et devient le meilleur buteur européen de l'histoire du club andalou. Il dépasse ainsi des légendes du club telles qu'Alfonso Pérez, Giovanni Lo Celso et Ez Abdé. Cédric Bakambu écrit aussi un nouveau chapitre de l'histoire du football congolais. En club UEFA, l'attaquant a désormais inscrit 22 buts, dont 1 en Ligue de Champions, 12 en Ligue Europa et 9 en Ligue Europa Conférence. Avec ces totals, il devient le meilleur buteur congolais en compétitions européennes devant 2 légendes qui sont Shabani Nonda et Dieu merci Mbokani. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Arrivé en 2016 dans la tanière de Léopard, Bakambu compte déjà 19 buts et n'est plus qu'à 3 longueurs du record absolu de Mbokani, soit 22, qu'il pourrait égaler voire dépasser dès les prochaines échéances internationales en octobre. Entre performance en Europe et efficacité en sélection, Bakambu se rapproche du statut ultime, celui du meilleur buteur congolais de tous les temps. Une fierté nationale en marche qui fait vibrer tout un peuple. C'est avec cette que nous nous envolons à l'international. En mars dernier, le Kenya avait sollicité auprès du FMI un nouveau programme de financement après avoir accepté de ne pas procéder à la 9e revue de celui qui était en cours. Pendant cette visite, les échanges pourraient porter sur le maintien de la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. Blaise Kouzola nous en dit plus. Une équipe du Fonds monétaire international entame ce jeudi 25 septembre 2025 une visite au Kenya qui se poursuivra jusqu'au 9 octobre 2025 afin de discuter avec les autorités kenyanes d'un éventuel programme soutenu par l'institution. Cette visite, d'après le communiqué publié le mercredi 24 septembre par le Fonds, fait suite à une demande des autorités kenyanes. Les échanges pourraient porter sur un nouveau programme économique en vue du remboursement de la dette de Nairobi. Selon le ministère des Finances, la dette représenterait environ 63% du produit intérieur brut à fin 2024, dépassant le seuil du ratio de 55% recommandé, expiré en avril dernier.
Selon la Banque mondiale, bien que les perspectives économiques du Kenya soient positives, elles sont soumises à des incertitudes. En effet, l'incapacité à atteindre les objectifs d'assainissement budgétaire pourrait exacerber la vulnérabilité du pays face à la dette et compromettre la croissance tirée par les secteurs privés. Pour 2025, la croissance est estimée à 4,5% et devrait légèrement croître à 4,9% en moyenne durant la période 2026-2027. La dette devrait quant à elle se situer à 68,3% du PIB en 2025 selon les données du FMI. Du Kenya au Bénin, le secteur agricole contribue à hauteur de 24% au PIB et emploie environ 28% de la population active. Comme dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, le renforcement de la résilience aux aléas climatiques constitue un défi dans le secteur. Suivez. Le gouvernement béninois a approuvé un décret visant à créer les conditions réglementaires pour la généralisation de l'assurance agricole indicielle. Pour expliquer cette démarche, les autorités mettent en avant le résultat concluant d'un projet pilote mis en œuvre au profit de 11 000 riziculteurs en 2024. Contrairement à l'assurance traditionnelle, ces mécanismes déclenchent le versement d'indemnités non pas sur la base des pertes réelles constatées sur le terrain, mais selon l'atteinte d'un indice prédéfini liés au rendement des cultures ou à la production agricole. Outre la rapidité des indemnisations, l'assurance agricole indicielle présente entre autres avantages la réduction de coûts grâce à la limitation des intermédiaires et des démarches administratives ainsi qu'un meilleur accès au crédit, les banques étant davantage disposées à financer les producteurs dont les investissements sont mieux sécurisés. L'enjeu de généraliser l'adoption de cet instrument vise ainsi à renforcer la résilience des petits exploitants agricoles face aux aléas climatiques. Rappelons qu'en mars dernier, le ministère de l'Agriculture avait également lancé un projet pilote d'assurance agricole à indice de rendement pour couvrir 100 000 agriculteurs opérant dans les filières riz, coton et bétail. Passons à présent à la revue de presse. Revue de presse dans une sélection et commentaires de Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Forum de ZAS ouvre cette revue avec la rencontre mercredi 24 septembre entre le président Félix Antoine Tshisekedi et son homologue français Emmanuel Macron en tête-à-tête au siège des Nations Unies à New York. Les deux chefs d'État ont échangé pendant près d'une heure sur des sujets bilatéraux et particulièrement la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le journal rapporte que le président Macron a annoncé une grande conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région de Grand Lac qui se tiendra à Paris en octobre. Le président congolais a salué cette initiative et a exprimé sa reconnaissance pour son plaidoyer pour le respect de la souveraineté de la RDC. L'agence congolaise de presse revient sur le même propos, soulignant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. Il faut rendre espoir à la population du Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées, avait martelé Emmanuel Macron. L'ACP précise que Tshisekedi et Macron ont fait le point sur le processus de paix en cours et qu'au bout d'une heure d'échange, les deux chefs d'État sont sortis détendus. La prospérité, pour sa part, s'attarde sur les discours du président Tshisekedi le 23 septembre à la tribune des Nations Unies, présenté comme un appel vibrant à la responsabilité et à l'action face à une insécurité devenue intolérable. La consoeur cite longuement le chef de l'État. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en entreprise prédatrice. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Le président dénonce des conséquences désastreuses, des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés. Semblable à la série des dessins animés adorés des enfants, Tom et Jerry, une chasse engagée à l'endroit des taxis-motos dans le centre-ville, menée par la police. Cette opération semble faire suite à la recommandation du chef de l'État d'interdire aux taxis-motos de desservir le centre-ville à cause de leur comportement dépourvu de courtoisie. Le journal évoque une traque policière sur les avenues Willery, Libération et sur le boulevard du 30 juin. Fin de cette revue de presse, au revoir et à la prochaine.
Ce journal est terminé, mesdames, messieurs, mais avant de nous quitter, je vous rappelle ses principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, 72 heures après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a procédé ce jeudi à la remise et reprise avec Jean-Claude Chilumbay, premier vice-président de la Chambre hausse. Et puis, loyauté, discipline et patriotisme, ce sont les trois valeurs que devrait incarner tout homme en uniforme, selon le commissaire divisionnaire du Haut-Katanga, qui a prononcé ces paroles aux policiers et militaires à l'occasion d'une parade mixte ce jeudi à Lubumbashi. Et à l'international, le secteur agricole au Bénin contribue à hauteur de 24% au PIB en emploi environ 28% de la population active. Le renforcement de la résilience aux aléas climatiques constitue un défi dans le secteur. Tous les détails de ces éléments, vous l'avez eu dans ce journal. Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.